Comment voulez-vous que le travailleur français qui habite à la Goutte d'Or, où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière, il y a 3 ou 4 jours, et qui travaille avec sa femme, et qui ensemble gagnent environ 15 000 francs, et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. L'histoire de Jacques Chirac commence le 29 novembre 1932 à Paris. Ses parents, Abel Chirac et Marie-Louise Valette, sont mariés depuis une dizaine d'années et vivent une enfance plutôt normale, enfin jusqu'en 1940. Jacques Chirac a 8 ans et l'armée allemande envahit la France sous le commandement d'Adolf Hitler. La famille Chirac décide alors de quitter Paris, ils s'y sentent plus en sécurité. Ils se réfugient en zone libre, en Corrèze, le fief familial de Marie-Louise, la mère de Jacques. C'est dans ce coin, calme et paisible, que le petit garçon passe son été à traire des vaches. Quelques mois plus tard, sa famille déménage dans le sud de la France, dans le petit village de Reilleul-Canadelle, où il étudie à l'école communale du coin. Bon, après, il reste complètement inconscient du contexte de guerre et il passe une enfance heureuse et libre. Les années passent, on est en 1945, et la guerre est enfin finie. Les Chirac peuvent donc enfin rentrer chez eux, à Paris. Pendant ses années lycée, la personnalité du jeune homme commence à se dessiner. Il est en quête de liberté, curieux et un peu rebelle. En 1950, on fait péter le champagne, Jacques a 18 ans et il obtient son bac avec mention. Son père voudrait qu'il suive un parcours d'excellence, il rêve qu'il fasse une prépa, puis une grande école d'ingénieur, comme Polytechnique, mais Jacques, lui, rêve d'aventure. Alors un jour, pris d'un accès de rébellion, il embarque contre l'avis de son père sur un bateau du Havre en tant qu'apprenti matelot. Quelques mois plus tard, la folie du jeune homme est rattrapée par son père. Il faut qu'il fasse de vraies études. On est alors en 1951, Jacques se résout à intégrer les rangs de Sciences Po. C'est là que sa conscience politique commence à se forger. Il se rapproche alors du parti communiste, paradoxal quand on sait le parcours qui l'attend. À Sciences Po, Chirac détonne un peu. Son parcours est un peu différent de celui des autres, mais ça ne l'empêche pas d'être réputé bon leader. Il organise, anime, dirige ses groupes de travail. Il est charismatique et dans le fond, c'est un vrai séducteur. Ses camarades, surtout les filles, sont sensibles au charme du grand Chirac qui fait près d'1m90. Mais il n'y en a qu'une qui l'intéresse vraiment. Au détour d'une bibliothèque, il rencontre une jeune fille plutôt timide et studieuse. Il sent qu'il y a quelque chose de différent chez elle, d'unique. Cette fille, c'est Bernadette Chaudron de Courcelles. Les deux petits jeunes se cherchent et se plaisent. En 1953, Jacques Chirac a 20 ans et dans le cadre de ses études à Sciences Po, il fait plusieurs séjours aux États-Unis. Ses rêves d'aventure ne l'ont jamais quitté. Et son côté rebelle se manifeste à nouveau. Il travaille dans un fast-food de Boston pour payer ses études, et en même temps, son côté dragueur ne le quitte pas. Bah ouais, il tombe sous le charme d'une jeune américaine, Florence Hurley. Rapidement, il se fiance, mais c'est un drame pour sa famille restée en France, et surtout pour Bernadette. Alors, une fois n'est pas coutume, son père le rappelle à l'ordre. Il lui envoie un télégramme. Reçu aux écrits de l'École nationale d'administration, stop. Prière de rentrer en France pour passer l'oral, stop. Il rompt ses fiançailles avec l'américaine et rentre à Paris. Le voilà reçu à l'ENA. Et en même temps, il retrouve Bernadette, avec qui il se marie en 1956, à l'âge de 23 ans, malgré les réticences des parents de la jeune fille. Côté vie perso, sa famille s'agrandit. Il est désormais papa de 2 filles, Laurence, née en 1958, et Claude, né en 1962. Et sur le plan des études, il se donne à fond à l'ENA qu'il vient d'intégrer. Ainsi, ses anciens rêves d'aventure s'estompent et de nouveau se dessinent. C'est décidé, il veut commander. En 1959, il finit en haut du classement de la promo Vauban. Maintenant, il est temps de s'attaquer au monde réel. Alors, il intègre la Cour des comptes, la juridiction qui contrôle les comptes publics, ceux de l'État notamment. Mais ça ne dure pas très longtemps. En 1962, à seulement 29 ans, il est propulsé à Matignon et devient rapidement le conseiller du Premier ministre de l'époque, Georges Pompidou. À partir de là, il se range chez les gaullistes, ceux qui s'alignent sur les idées du général de Gaulle, qui est président de la République à l'époque. Jacques le Conquérant prend forme. Bernadette Chirac, qui entre-temps a abandonné ses études, accepte ce destin un peu particulier et accompagne son mari avec une loyauté sans faille. Pendant ces années-là, Chirac considère Pompidou comme un véritable mentor. Il l'admire et veut l'impressionner. Et une bonne occasion se présente. Nous sommes en 1967 et les élections législatives approchent.
Georges Pompidou, le Premier ministre, lance alors un défi à 10 jeunes politiques de droite, dont Chirac. Ils doivent se faire élire députés dans des circonscriptions traditionnellement de gauche. C'est l'opération Jeune Loup. Jacques Chirac tente donc sa chance en Corrèze. Et il met en avant les racines familiales qui l'y accrochent. Il connaît le nom de tout le monde, il discute et boit des bières avec les Corréziens. La légende dit même qu'il connaît le nom des vaches de la région. Il fait le gars du coin, quoi. Sa stratégie est excellente, il est élu député de la Corrèze. Le jeune loup creuse peu à peu sa tanière. Le public commence à le connaître, à l'apprécier même. Pour le féliciter, Pompidou offre à celui qu'il surnomme le bulldozer le poste de secrétaire d'État à l'emploi. À seulement 34 ans, il devient membre du gouvernement, en plus d'être déjà député. En mai 68, il fait une fois de plus ses preuves. À ce moment-là, le pays est paralysé par des grèves étudiantes et ouvrières. Il faut agir. Chirac est envoyé pour négocier avec Henri Krasucki, le leader de la CGT, un syndicat de salariés qui fait grève à ce moment-là. Chirac monte dans une voiture, direction Pigalle, pour rencontrer Krasucki sous le nom de code Monsieur Walter. Tout se passe bien, très bien même. Le dialogue est ouvert, pas de kidnapping. Un terrain d'entente est même trouvé et mène aux accords de Grenelle qui mettent un terme à 1 mois de paralysie nationale. Jacques Chirac s'impose alors comme un homme de confiance, un homme fiable. Jacques le Conquérant est né. Suite aux événements de mai 68, le général de Gaulle rend son tablier et Georges Pompidou lui succède en tant que président de la République. Il garde Jacques Chirac sous son aile et le nomme secrétaire d'État à l'économie et aux finances. Et en fait, à partir de là, Chirac enchaîne les postes toujours plus haut placés. Il devient ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement en 1971. Puis ministre de l'Agriculture en 1972. Il est chaque année la star du Salon de l'Agriculture. En 1974, Jacques Chirac a 41 ans et il est nommé ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur, c'est un des postes les plus importants au sein d'un gouvernement. Il occupe ce poste depuis seulement 3 mois, mais il est désormais un poids lourd du paysage politique français. Pompidou est mort, il faut donc le remplacer. Le gaulliste et ancien Premier ministre, Jacques Chaban-Delmas, s'impose d'abord comme le choix logique, c'est un peu l'héritier naturel de Pompidou. Mais Jacques Chirac ne le voit pas de cette manière. Lui préférerait Valéry Giscard d'Estaing, un homme de centre-droite, plus libéral et modéré. Du point de vue de Chirac, VGE, comme on dit, est plus apte à diriger. Alors dans l'ombre, il fait campagne pour lui, et signe même l'appel des 43, une tribune qui déplore la multiplication des candidatures à droite pour l'élection présidentielle, et qui réussit à écarter complètement Jacques Chaban-Delmas. La stratégie de Chirac est payante, Valéry Giscard d'Estaing est élu président de la République en 1974. Et le calcul est bon pour Chirac, VGE, en gage de gratitude, nomme Jacques Chirac Premier ministre. En tant que Premier ministre, Jacques Chirac met en place des réformes majeures. Il abaisse par exemple la majorité et donc le droit de vote de 21 ans à 18 ans. Il réforme l'audiovisuel public en plusieurs entités distinctes. C'est à ce moment-là que naît Radio France par exemple. Il apporte son soutien à la loi Veil sur l'avortement. Mais en interne, les relations entre Chirac et Giscard se détériorent assez rapidement. Jacques semble proche du peuple, tandis que le président a une image plus distante. Les personnages sont diamétralement opposés et entre eux, ça colle plus. Giscard ne laisse pas manœuvrer Chirac dans son propre gouvernement et ça, il ne peut pas l'accepter. Le 25 août 1976, le Premier ministre Jacques Chirac présente donc sa démission et celle de son gouvernement. Et une fois qu'il a quitté le gouvernement, Chirac veut rebondir, et vite. Il est réélu député de la Corrèze et pour ne plus avoir de compte à rendre à personne, il crée le 5 décembre 1976 son propre parti politique de droite. C'est la naissance du RPR, le Rassemblement pour la République. Chirac, je vous le disais, n'a pas de temps à perdre. L'année d'après, à 44 ans, il devient maire de Paris sous la bannière de son nouveau parti. En 1981, il se présente donc comme candidat RPR à l'élection présidentielle. Mais la déception est grande, il n'arrive qu'en 3e position derrière son rival, VGE, qui affrontera au second tour le socialiste François Mitterrand. Alors, les conseillers de Chirac lui disent quand même d'appeler à voter Giscard. Et lui, ça l'emmerde vraiment, alors il le fera que du bout des lèvres. Alors, la suite, vous la connaissez sûrement, mais je vous la fais quand même. François Mitterrand est élu au second tour. En vrai, c'est au moins ça de prix pour Chirac. Giscard est hors jeu, ça lui laissera plus de place. À partir de ce moment-là, Chirac devient la figure principale d'opposition face au gouvernement en place, qui est de gauche pour la première fois, rappelons-le, depuis le début de la Ve République. En 1986, les Français doivent se rendre aux urnes,
de nouvelles élections législatives sont organisées. La majorité parlementaire est alors obtenue par une coalition de droite que dirige Chirac. Alors, en tant que chef de la majorité au Parlement, Chirac est nommé une nouvelle fois Premier ministre. Sauf que si vous avez bien suivi, le président Mitterrand, lui, est de gauche. Un Premier ministre de droite, un président de gauche, on y est. C'est la première cohabitation de la Ve République. Alors l'ambiance est évidemment tendue entre les deux. Chirac, Premier ministre, reste aussi maire de Paris et il entend bien mener sa politique parisienne. À l'échelle nationale, il privatise par exemple de nombreuses entreprises publiques. Je pense à la Société Générale ou à la boîte de pub Havas. Et il veut rendre le marché du travail plus flexible pour lutter contre le chômage. 2 ans plus tard, en 1988, Chirac a 55 ans. Et il n'a pas perdu de vue l'Élysée. Il décide alors de se présenter une nouvelle fois à l'élection présidentielle. Cette fois-ci, ce sera la bonne, il en est persuadé. Et pour la première fois de son histoire personnelle, il réussit à se hisser au second tour face à François Mitterrand. Et c'est d'ailleurs lors du débat de l'entre-deux tours qu'on a eu le droit à cette séquence cultissime. Ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes 2 candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Finalement, Chirac essuie un nouvel échec et quitte Matignon. Heureusement, il a son poste de député et la mairie de Paris pour le consoler. Il s'en occupe avec soin à la suite de cette défaite, un peu dure à avaler quand même. Mais bon, comme on dit, jamais 203. En 1991, il fait une grosse erreur. Pendant un dîner avec des sympathisants du RPR, il prend la parole sur les questions d'encadrement de l'immigration et prononce un discours violent qui ne passe pas. Comment voulez-vous que le travailleur français qui habite à la Goutte d'Or où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière, il y a 3 ou 4 jours, et qui travaille avec sa femme, et qui ensemble gagne environ 15 000 francs, et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. Ces mots prononcés alors que l'extrême droite gagne du terrain en France entachent l'image de Chirac pendant un certain temps. Son image en prend un coup, mais comme d'habitude, Chirac continue d'avancer. Nous sommes en août 1994, la prochaine élection présidentielle approche. Lors de la célébration du 50e anniversaire de la libération de Paris, un tournant décisif se produit. En fait, pendant la cérémonie, le candidat Chirac et le président Mitterrand se retirent dans un bureau. Officiellement, c'est pour signer le livre d'or de la mairie. Mais en réalité, c'est une manigance bien préparée. Tous les journalistes et même les invités se posent des questions, et le chef du service de photographie de la mairie aurait entendu ces mots prononcé par Mitterrand qui n'apprécie pas vraiment son Premier ministre Balladur. Mitterrand aurait dit à Chirac « Préparez-vous, c'est votre tour, je vais vous aider et vous allez gagner ». La presse s'affole, c'est un coup de maître. Jusque-là, les sondages donnaient Édouard Balladur gagnant face à Jacques Chirac. Mais à partir de cet événement, les courbes s'inversent. Jacques le Conquérant reprend le dessus. C'est une remontada extraordinaire. Il peut réellement commencer sa campagne. Nous sommes le 7 mai 1995. Jacques Chirac a 63 ans et a conquis le cœur des Français. Ça y est. Après 2 essais ratés, Jacques Chirac devient président de la République française. Victorieux, il se dirige en voiture vers le QG du RPR. Il donne 2 instructions à son chauffeur, rouler le plus vite possible, mais ne provoquer aucun accident. Pas de chance pour Jacques, son mandat commence par une période difficile. Les étudiants et les cheminots font grève. Et c'est la plus longue depuis mai 68. En fait, beaucoup de Français sont en colère contre la nouvelle réforme de la sécurité sociale. Une réforme qui a été mise en place par Alain Juppé, qui implique, entre autres, l'allongement de la durée de cotisation des fonctionnaires et la baisse de remboursement des frais d'hospitalisation. La rue n'est pas contente, alors tout le monde politique dit à Jacques Chirac qu'il faut se débarrasser de Juppé. Mais le président Chirac ne souhaite pas remanier son gouvernement. Le problème, c'est qu'il doit faire quelque chose, et vite. En 1997, il prend donc une décision majeure et inattendue. Il dissout l'Assemblée nationale. Le pays doit donc réorganiser des élections législatives. Jusqu'alors, le parti de Chirac avait une majorité plus que confortable à l'Assemblée. Et le président se dit que si cette majorité est reconduite, cela calmera les foules et lui donnera une forme de légitimité. Mais le calcul est mauvais. Hyper mauvais. Les députés de droite sont pris de court et ont du mal à organiser leur campagne.
Ainsi, la gauche en profite et gagne plus de 200 sièges à l'Assemblée nationale. Là, Chirac s'est tiré une énorme balle dans le pied. Et oui, vous l'avez compris maintenant, comme le veut la pratique, une cohabitation s'impose. Pendant 5 ans, Jacques Chirac va donc subir un Premier ministre socialiste, un certain Lionel Jospin, le même qu'il a évincé lors de la dernière campagne présidentielle. Sa marge de manœuvre en tant que président est donc terriblement réduite. Malgré son gouvernement d'opposition, Chirac fait passer plusieurs réformes. Si certaines avancées majeures qu'on observe pendant son premier mandat, comme la réforme des 35 heures, sont plutôt attribuées au Premier ministre socialiste, Lionel Jospin, le président prend également des décisions fortes. Il suspend le service militaire et devient le premier président français à reconnaître en 1995 la responsabilité de la France dans la déportation et l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Autre changement majeur, sa décision d'organiser un référendum. Référendum dans lequel il propose de passer du septennat présidentiel, c'est-à-dire 7 ans, à un mandat de 5 ans pour le président. Et le référendum est approuvé par 73% des Français, on passe donc au quinquennat. En fait, cette réforme permet aux élections législatives et présidentielles d'être alignées, et donc à l'avenir d'éviter les cohabitations. Parce qu'en général, on donne la majorité au président qui vient d'être élu. Nous voilà en 2002, une nouvelle élection présidentielle approche. Le président se prépare, son prédécesseur François Mitterrand avait exécuté 2 mandats. Alors il s'agirait de faire pareil. Même si au début les sondages ne lui sont pas favorables, d'autant plus qu'on entend parler depuis quelques temps d'une affaire d'emploi fictif que Chirac aurait attribué pendant son mandat à la mairie de Paris. Mais pour l'instant, aucune sanction n'est prononcée. Bah oui, Chirac bénéficie de ce qu'on appelle l'immunité présidentielle. La fameuse. Et le 21 avril 2002, après plusieurs mois de campagne présidentielle, un véritable séisme politique secoue le territoire français. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. L'extrême droite a réussi à se hisser pour la première fois de son histoire lors d'une élection présidentielle. Tout ça grâce à une abstention élevée lors du premier tour et un éparpillement des voix de la gauche. C'est ce qu'on appelle la gauche plurielle. Il y avait plein de candidats de gauche. Voilà. À l'annonce des résultats, des foules et des foules de personnes se précipitent dans la rue, des jeunes surtout. La France ne veut pas de Jean-Marie Le Pen comme président. La France dit non. Le 5 mai, il ne faut pas hésiter. Alors mettez des gants si vous voulez, des pinces ou ce que vous voulez, mais votez, abaissez le plus bas possible Le Pen. Il y en a un autre qui dit non, c'est Chirac qui dit non au débat traditionnel avec son adversaire Jean-Marie Le Pen. Pas plus que je n'ai accepté dans le passé d'alliance avec le Front National, et ceci quel qu'en soit le prix politique. Pas plus que je ne l'ai accepté dans le passé, je n'accepterai demain de débat avec son représentant. 2 semaines plus tard, le 5 mai 2002, les résultats du second tour tombent. Jacques Chirac, 69 ans, est réélu président de la République à plus de 82% des suffrages. Bon, un score qui est record, mais qui est dû au rassemblement massif des électeurs de tous bords politiques contre le Front National. Jacques Chirac est reparti pour 5 ans, et quelques mois plus tard, la droite récupère sa majorité à l'Assemblée nationale. Chirac retrouve donc une certaine liberté dans sa politique, et puis il bénéficie d'une image publique assez sympathique. Notamment grâce à un truc, un espèce de phénomène, les guignols de l'info sur Canal+, qui a fait de sa marionnette l'une des plus populaires. Le dernier événement qui marque fortement la fin du quinquennat de Chirac, c'est en 2005 quand il propose à la France, par référendum, l'adoption d'une constitution européenne. Mais les Français votent le non. C'est vécu comme un choc par Chirac, et on dit parfois que c'est cet échec qui fait sonner la fin du règne de Chirac, la fin de la Chiraquie. La même année, c'est un événement inquiétant qui confirme ce déclin. Nous sommes alors le 2 septembre 2005, Jacques Chirac a 72 ans. Il prononce un discours face à des dirigeants étrangers, mais les mots écrits devant lui s'en mêlent. Il ne les reconnaît plus, sa vision se trouble, il tente de garder la face, mais sa femme Bernadette, qui le connaît bien, voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle le force alors à se rendre à l'hôpital, et le diagnostic tombe, le président a fait un AVC. Après 18 mois de mandat pendant lesquels Chirac se montre de plus en plus faible, il est temps de faire place à son successeur. Mes chers compatriotes, au terme du mandat que vous m'avez confié, le moment sera venu pour moi de vous servir autrement. Je ne solliciterai pas vos suffrages pour un nouveau mandat. En mai 2007, Nicolas Sarkozy est élu président de la République française. Et si publiquement Chirac le soutient, il est encore un peu là. Et ce n'est pas vraiment avec chaleur qu'il lui confie les clés de l'Élysée. Son départ est un moment difficile, mais il peut compter sur sa femme Bernadette pour l'épauler. Jacques Chirac meurt à Paris,
le 26 septembre 2019, à l'âge de 86 ans. Au cours de sa vie, Chirac a traversé les époques et multiplié les mandats. Je trouvais ça hyper intéressant de vous raconter sa vie, parce que Chirac, finalement, c'est un petit peu le fil rouge de la Ve République. L'homme a été candidat par 3 fois à une élection présidentielle avant d'être élu. Il a été un pont entre plusieurs générations de politiques, éveillé à la question climatique. Cet enfant issu des meilleures formations françaises a toujours donné l'image d'être proche des Français. Dragueur, mangeur de pommes, passionné d'art premier, le rebelle, le bulldozer, le conquérant, c'était l'histoire de Jacques Chirac.